Si tu es là, c'est probablement que tu en as marre de te battre. Contre la vie, contre toi-même, contre ce sentiment permanent que rien ne va assez vite ou assez bien. Tu forces, tu pousses, tu contrôles, et pourtant tu as l'impression d'être plus bloqué que jamais. Je te comprends. Et la bonne nouvelle, c'est que tu es au bon endroit. Mon ami, bienvenue sur Esprit Stoïcien, la chaîne qui rend la sagesse ancienne accessible à tous. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi forcer les choses crée exactement l'opposé de ce que tu veux. Je vais te montrer comment l'art ancien de laisser aller n'est pas de l'abandon, mais la forme la plus intelligente d'action. Si tu as déjà ressenti cette fatigue de contrôler chaque détail, si tu cherches une paix qui vient de l'acceptation plutôt que de la lutte, alors reste jusqu'au bout. Et si cette vision résonne en toi, abonne-toi et active la cloche. Nous sommes déjà des milliers à marcher sur ce chemin, rejoins-nous. Tu forces parce que tu as peur. Peur que si tu relâches ton contrôle ne serait-ce qu'une seconde, tout s'effondre. Cette tension permanente dans tes épaules, c'est ton corps qui maintient le monde en place. Du moins, c'est ce que tu crois. Mais voici la vérité brutale. Le monde tourne sans ta permission. Les choses arrivent ou n'arrivent pas, peu importe l'intensité avec laquelle tu serres les poings. Ton contrôle est une illusion magnifiquement construite. Tu as appris très jeune que si tu faisais exactement les bonnes choses, dans le bon ordre, avec la bonne intensité, tu pourrais éviter la douleur. Alors tu planifies, tu anticipes, tu contrôles. Mais cette stratégie ne fonctionne pas. Elle n'a jamais fonctionné. Regarde ce qui se passe dans ton corps quand tu forces. Tes mâchoires se serrent, ta respiration devient superficielle, ton ventre se noue. Forcer n'est pas naturel. C'est ton système nerveux en état d'alerte permanent. Tu es comme quelqu'un qui essaie de faire pousser une plante en tirant sur les feuilles. Les stoïciens avaient compris quelque chose que ton cerveau anxieux refuse d'accepter. Il existe une différence fondamentale entre ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Cette distinction semble simple, évidente même. Mais tu passes ta vie à l'ignorer. Tu veux contrôler les réactions des autres, le résultat de tes efforts, le timing de ta vie. Tout ça est hors de ton contrôle. Ce que tu contrôles réellement tient en trois choses. Tes pensées, tes actions, tes réactions. C'est tout. Tout le reste appartient au domaine du destin, de la chance, des circonstances. Et ton anxiété explose précisément parce que tu essaies de contrôler l'incontrôlable. C'est comme essayer d'arrêter les vagues avec tes mains. Épictète disait que la liberté commence quand tu arrêtes d'exiger que les choses se passent comme tu veux. Mais ton ego déteste cette idée. Parce que si tu n'es pas aux commandes, qui l'est? Cette question te terrifie. Alors tu continues à forcer, à pousser, à contrôler. Et tu t'épuises. Voici ce qui se passe quand tu forces une relation. Tu sens que ça ne fonctionne pas naturellement. Les conversations sont lourdes, les silences sont inconfortables. Mais au lieu d'accepter cette réalité, tu doubles d'efforts. Tu envoies plus de messages, tu proposes plus de plans, tu donnes plus de toi-même. Et ça ne fait qu'empirer les choses. Forcer l'amour transforme l'amour en négociation. Tu deviens transactionnel. Si je fais ça, alors ils vont m'aimer. Si je suis parfait, alors ils vont rester. Mais l'amour qui demande autant d'efforts n'est pas vraiment de l'amour. C'est un contrat épuisant déguisé en relation. Les bonnes relations coulent naturellement. Ça ne veut pas dire qu'elles sont faciles, mais elles ne demandent pas ce niveau de contorsion permanente. Quand c'est bon, c'est fluide. Les efforts sont là, mais ils ne ressemblent pas à du travail forcé. C'est la différence entre nager avec le courant et nager contre. Ton cerveau a développé cette obsession du contrôle parce qu'à un moment, le chaos t'a blessé. Peut-être que ton environnement d'enfance était imprévisible. Peut-être que les adultes autour de toi changeaient d'humeur sans prévenir. Alors tu as appris que ta survie dépendait de ta capacité à anticiper, à contrôler, à gérer. Cette stratégie a fonctionné à l'époque. Maintenant, elle te détruit. L'hypercontrôle est un symptôme de traumatisme. Tu n'es pas fou, tu n'es pas défectueux. Tu es quelqu'un qui a appris à survivre dans un environnement difficile. Le problème, c'est que tu utilises toujours ces stratégies de survie alors que le danger est passé. Tu es comme un soldat qui continue à se battre après que la guerre soit terminée. Forcer ta carrière crée le même problème. Tu pousses pour cette promotion, tu te surmènes, tu sacrifies tout. Et même quand tu obtiens ce que tu veux, ça ne te satisfait pas. Parce que ce que tu as obtenu par la force ne t'appartient pas vraiment. Tu as l'impression constante de devoir maintenir cette façade, sinon tout va s'écrouler. Le succès forcé est fragile. Il repose sur ton effort constant plutôt que sur une base solide. Tu deviens prisonnier de ton propre succès. Tu ne peux pas te reposer, tu ne peux pas ralentir, tu ne peux pas échouer. Cette prison dorée devient ta vie. Laisser les choses arriver ne signifie pas abandonner.
c'est la confusion la plus toxique. Ton cerveau entend lâcher prise et comprend renoncer. Mais c'est complètement faux. Lâcher prise, c'est faire ta part, puis accepter le résultat. C'est agir avec intention, sans attachement au résultat. Les stoïciens appelaient ça amor fati, l'amour du destin. Non pas se résigner passivement, mais embrasser activement ce qui arrive. Tu fais de ton mieux, tu plantes les graines, tu arroses, tu donnes de la lumière. Mais tu ne peux pas forcer la plante à pousser. La croissance arrive quand elle est prête. Cette idée te terrifie parce qu'elle ressemble à une perte de pouvoir. Mais c'est exactement l'opposé. Quand tu arrêtes de gaspiller ton énergie à contrôler l'incontrôlable, tu récupères tout ce pouvoir. Tu deviens plus efficace, pas moins. Tu diriges ton énergie vers ce qui compte vraiment. Pense à l'eau. L'eau ne force rien, pourtant elle façonne la pierre. Elle contourne les obstacles, elle prend la forme du contenant, elle trouve toujours un chemin. C'est la métaphore parfaite du Wu et taoïste, ce concept d'action sans effort. Faire sans forcer. Ton perfectionnisme est une autre forme de forçage. Tu veux que tout soit impeccable, contrôlé, parfait. Alors tu ne finis jamais rien. Parce que tant que ce n'est pas terminé, tu peux encore le contrôler. La perfection est un refuge contre le jugement, mais c'est aussi une prison qui t'empêche de vivre. Chaque fois que tu retardes parce que ce n'est pas encore prêt, tu choisis le contrôle plutôt que le progrès. Le monde réel ne fonctionne pas avec la perfection. Il fonctionne avec l'itération, l'adaptation, l'amélioration continue. Ton besoin de perfection te garde dans l'immobilité. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait dans ses méditations qu'il commençait chaque journée en se rappelant que les choses n'iraient pas exactement comme prévu. Il y aurait des gens difficiles, des situations frustrantes, des obstacles imprévus. En anticipant l'imperfection, il évitait la souffrance de la résistance. Tu souffres principalement de ta résistance à ce qui est. Quelque chose arrive, quelque chose que tu n'aimes pas, et instantanément tu résistes. Ça ne devrait pas être comme ça. C'est injuste. Pourquoi moi? Cette résistance crée plus de souffrance que la situation elle-même. La douleur est inévitable. La souffrance est optionnelle. La douleur, c'est ce qui arrive. La souffrance, c'est ton histoire sur ce qui arrive. Quand tu arrêtes de résister, quand tu acceptes ce qui est sans te résigner à ce qui sera, la souffrance diminue dramatiquement. Accepter ne signifie pas approuver. Tu peux accepter qu'il pleut sans aimer la pluie. Tu peux accepter que quelqu'un ne t'aime pas sans penser que c'est bien. L'acceptation, c'est simplement reconnaître la réalité telle qu'elle est, pas telle que tu voudrais qu'elle soit. Ton mental passe son temps à comparer la réalité à un idéal imaginaire. Ça devrait être comme ça. J'aurais dû faire ça. Si seulement. Ces pensées créent un écart entre toi et la réalité. Et cet écart, c'est de la souffrance pure. Forcer les opportunités de se présenter, c'est essayer de contrôler le timing de la vie. Tu veux cette opportunité maintenant, pas demain, pas dans 6 mois. Alors tu pousses, tu insistes, tu forces. Et souvent, tu crées exactement l'opposé de ce que tu veux. Tu deviens désespéré, et le désespoir repousse les opportunités. Les bonnes choses arrivent quand tu es prêt, pas quand tu es impatient. Ton travail est de te préparer, d'apprendre, de grandir. Les opportunités viendront quand l'alignement sera là. Forcer l'alignement avant qu'il soit naturel crée du désastre. Tu as peut-être remarqué que les meilleures choses dans ta vie sont arrivées quand tu ne forçais pas. Cette amitié profonde qui s'est développée naturellement. Ce projet qui a décollé sans effort. Ces moments de flow où tout semblait facile. C'est ça, l'état naturel de la vie quand tu arrêtes de résister. Ton ego déteste cette idée parce qu'il veut tout le crédit. Si les choses arrivent naturellement, où est ta contribution? Si tu ne forces pas, es-tu vraiment important? Ces questions révèlent l'insécurité profonde de l'ego. Il a besoin de prouver sa valeur par l'effort visible. Mais l'effort intelligent ne ressemble pas à la lutte. Un athlète de haut niveau rend la performance difficile facile. Ce n'est pas qu'il ne fait pas d'efforts, c'est que ses efforts sont alignés avec la physique, avec son corps, avec le momentum. Il travaille avec, pas contre. Toi, tu travailles constamment contre. Contre le temps, contre les circonstances, contre ta propre nature. Cette résistance constante te vide. Tu arrives au soir épuisé, pas par ce que tu as fait, mais par toute l'énergie que tu as gaspillée à résister. Observe un enfant apprendre à marcher. Il tombe, se relève, tombe encore. Il ne force pas. Il n'analyse pas chaque mouvement. Il experimente, il ajuste, il continue. Il est complètement présent dans le processus sans attachement au résultat. C'est l'apprentissage naturel,
avant que ton mental ne le complique. Maintenant, regarde comment tu apprends quelque chose de nouveau. Tu veux être immédiatement bon. Tu te compares aux experts. Tu te juges pour chaque erreur. Tu as transformé l'apprentissage en performance. Et cette transformation tue la joie et la progression. Lâcher prise sur le résultat ne signifie pas ne pas avoir d'objectifs. Avoir des objectifs, c'est choisir une direction. Être attaché au résultat, c'est exiger que le voyage se passe exactement comme tu l'as planifié. La différence est énorme. Tu peux viser une destination tout en restant flexible sur le chemin. Tu peux avoir une vision tout en acceptant que la réalité va modifier cette vision. Les meilleurs navigateurs ont un cap, mais ils ajustent constamment leur voile selon le vent. Ils ne forcent pas le vent à changer. Forcer le bonheur est particulièrement destructeur. Tu lis tous ces livres de développement personnel qui te promettent que si tu fais exactement ces choses, tu seras heureux. Alors tu les fais. Tu médites, tu fais du sport, tu manges bien, tu penses positif. Et tu te sens toujours vide. Parce que le bonheur forcé n'est pas du bonheur. C'est une performance d'optimisme. Tu souris en dehors pendant que tu pleures en dedans. Le vrai bonheur ne vient pas de forcer des pratiques dans ta vie. Il émerge quand tu arrêtes de résister à ce qui est. La joie authentique est un sous-produit de l'alignement, pas un objectif à atteindre. Quand tes actions correspondent à tes valeurs, quand tu es présent plutôt que perdu dans ton mental, quand tu acceptes plutôt que résister, la joie apparaît naturellement. Tes valeurs profondes ne sont pas ce que tu penses devoir valoriser. Elles sont ce que tu valorises réellement quand personne ne regarde. Observer tes choix révèle tes vraies valeurs. Tu dis que la famille est importante, mais tu travailles 80 heures par semaine. Tes actions révèlent la vérité. Aligner ta vie avec tes vraies valeurs demande d'abord de l'honnêteté brutale. Tu dois admettre ce qui compte vraiment pour toi, même si ça ne correspond pas à l'image que tu projettes. Cette honnêteté est terrifiante. Elle révèle l'écart entre qui tu prétends être et qui tu es vraiment. Mais cet écart, c'est exactement là où réside ton épuisement. Chaque fois que tu agis contre tes vraies valeurs, tu crées une friction interne. Tu forces ta vie à ressembler à ce qu'elle devrait être plutôt qu'à ce qu'elle veut naturellement devenir. Ton anxiété sur l'avenir, c'est ton mental qui essaie de contrôler ce qui n'est pas encore arrivé. Tu crées des scénarios catastrophes, puis tu essaies de les empêcher. Mais ces scénarios n'existent que dans ta tête. Tu passes ton présent à te battre contre des futurs imaginaires. Le futur n'existe pas. C'est juste une construction mentale. La seule chose réelle, c'est ce moment précis. Et dans ce moment précis, en ce moment même, tu es probablement OK. Pas parfait, pas exactement où tu veux être, mais fondamentalement OK. Ramener ton attention au présent n'est pas de l'évitement. C'est reconnaître que le présent est la seule réalité que tu peux influencer. Tout ton pouvoir existe maintenant. Pas hier, pas demain. Maintenant. Quand tu forces une décision avant d'être prêt, tu crées du chaos. Ton intuition te dit d'attendre, mais ton mental panique et exige une réponse immédiate. Alors tu décides sous pression, et souvent, tu le regrettes. Certaines décisions ont besoin de temps pour mûrir. La patience n'est pas de l'inaction. C'est de l'action consciente de permettre au processus de se dérouler. C'est faire un pas quand c'est le moment de faire un pas, et attendre quand c'est le moment d'attendre. Cette sagesse ne vient pas d'un manuel. Elle vient de l'écoute de ton intuition. Ton intuition, c'est des choses que ton mental ne peut pas calculer. Elle traite des millions de micro-informations et te donne une réponse sous forme de sensation. Cette sensation dans ton ventre quand quelque chose ne va pas. Cette certitude tranquille quand quelque chose est juste. Ton mental ignore souvent ces signaux parce qu'il n'a pas de preuves. Forcer des choses à avoir un sens crée des histoires toxiques. Quelque chose de mauvais arrive et ton mental cherche immédiatement une explication. C'est de ma faute. L'univers me punit. Je suis maudit. Ces histoires ne sont pas vraies, mais elles donnent l'illusion du contrôle. Si c'est ta faute, alors tu peux le corriger. Mais parfois, il n'y a pas de sens. Parfois, de mauvaises choses arrivent sans raison, sans justice, sans logique. L'accepter est terrifiant parce que ça révèle que tu n'as pas autant de contrôle que tu le pensais. Mais c'est aussi libérateur. Si ce n'est pas toujours ta faute, alors tu n'as pas à porter tout ce poids. Les stoïciens avaient cette pratique de préméditation négative. Imaginer que les choses pourraient mal tourner. Ça semble pessimiste, mais c'est en fait libérateur. Quand tu as déjà envisagé le pire, tu arrêtes de le craindre. Tu te rends compte que même dans le pire scénario, tu survivrais. Cette pratique transforme l'anxiété en préparation. Au lieu de t'inquiéter de manière floue, tu imagines concrètement « si je perds mon travail, qu'est-ce que je ferai ?» Tu réalises que tu as des options, des ressources,
de la résilience. Cette prise de conscience dissout l'anxiété paralysante. Forcer la guérison émotionnelle crée plus de blessures. Tu veux être déjà guéri. Tu veux que ces douleurs d'enfance disparaissent. Alors tu essaies tous les outils, toutes les thérapies, tous les livres. Et parfois, cette frénésie de guérison est juste une autre forme de résistance à ce qui est. Les blessures ont besoin de temps pour guérir. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Elles font partie de ton histoire. Forcer leur disparition, c'est nier ton expérience. L'acceptation commence quand tu peux dire « Oui, ça m'est arrivé, et je porte encore cette marque, et c'est OK ». Tu n'as pas besoin d'être fixé pour avoir une belle vie. Cette idée qu'il existe une version parfaite de toi sans trauma, sans anxiété, sans problème, c'est une illusion toxique vendue par l'industrie du développement personnel. Tu es déjà complet, même avec tes fissures. Les Japonais ont cet art du kintsugi, réparer la poterie cassée avec de l'or. Les fissures ne sont pas cachées, elles sont mises en valeur. La pièce devient plus belle à cause de son histoire, pas malgré elle. Tu es comme cette poterie. Tes fissures font partie de ta beauté. Forcer tes émotions à être différentes crée une guerre intérieure. Tu es triste, alors tu essaies de te forcer à être heureux. Tu es en colère, alors tu essaies de te forcer à être zen. Cette répression émotionnelle crée une pression qui finit toujours par exploser. Les émotions ne sont pas tes ennemis. Ce sont des messagers. La tristesse dit « quelque chose de précieux a été perdu ». La colère dit « une limite a été violée ». La peur dit « attention, évalue la situation ». Quand tu écoutes ces messages au lieu de les étouffer, ils peuvent repartir. Mais tu as appris que certaines émotions sont mauvaises, faibles, inacceptables. Alors tu les forces à disparaître. Tu souris quand tu veux pleurer. Tu restes calme quand tu veux crier. Et toute cette énergie refoulée se transforme en anxiété, en dépression, en maladie physique. Permettre aux émotions d'être là sans les suivre est un art délicat. Tu sens la colère sans dire des choses blessantes. Tu sens la tristesse sans te noyer dedans. C'est la différence entre être avec l'émotion et être l'émotion. Tu es l'espace dans lequel l'émotion apparaît, pas l'émotion elle-même. Ton corps porte toutes tes tentatives de contrôle. Tes épaules tendues gardent le monde en place. Ton ventre noué retient les émotions non exprimées. Ton dos douloureux supporte le poids de tes attentes. Ton corps parle, mais tu n'écoutes que quand il crie. Apprendre à détendre ce qui peut être détendu, même au milieu du chaos, est un super pouvoir. Quelques secondes de relâchement conscient réinitialisent ton système nerveux. Tu ne peux pas contrôler la situation, mais tu peux contrôler la tension dans tes épaules. Forcer tes relations à être profondes crée de la superficialité performative. Tu partages des vulnérabilités calculées pour créer de l'intimité. Tu poses des questions profondes pour accélérer la connexion. Mais la vraie intimité ne peut pas être forcée. Elle émerge quand les défenses tombent naturellement. Les meilleures amitiés ne demandent pas ce niveau d'effort conscient. Il y a de l'effort. Bien sûr, rester en contact, faire des plans, être présent. Mais ce n'est pas l'effort épuisant de maintenir une façade. C'est l'effort naturel de nourrir quelque chose qui a déjà des racines. Tu sais quand une relation est forcée parce que tu te sens épuisé après. Tu as passé 2 heures à performer, à calculer, à te surveiller. Les bonnes relations te laissent t'énergiser, même si la conversation était difficile. C'est l'énergie de l'authenticité versus l'épuisement de la performance. Forcer le changement chez les autres est la recette parfaite pour la souffrance mutuelle. Tu vois leur potentiel. Tu sais qu'ils pourraient être tellement mieux s'ils faisaient juste ces quelques changements. Alors tu pousses, tu suggères, tu critiques gentiment. Et ils résistent. Parce que personne ne change quand on les force. Les gens changent quand la douleur de rester les mêmes devient plus grande que la douleur de changer. Ton travail n'est pas de les pousser. Ton travail est de maintenir tes limites et de les laisser vivre leurs conséquences. Les limites saines ne sont pas de la manipulation. Ce ne sont pas des ultimatums pour forcer le changement. Ce sont des déclarations claires sur ce que tu acceptes dans ta vie. Je ne peux pas être dans une relation où on me crie dessus. Si ça continue, je partirai. Ce n'est pas une menace. C'est de l'honnêteté. Ton besoin de sauver les autres révèle souvent ton besoin d'être sauvé. En fixant leurs problèmes, tu évites les tiens. En les rendant dépendants de toi, tu te sens nécessaire. Mais cette dynamique finit par épuiser tout le monde. Ils ne grandissent jamais, et tu t'effondres sous le poids de leur vie. Forcer ta créativité à arriver sur commande tue la créativité. Tu t'assois devant la page blanche et tu exiges l'inspiration. Mais l'inspiration ne fonctionne pas comme ça. Elle vient quand l'esprit est détendu, quand tu es absorbé dans autre chose, quand tu arrêtes d'essayer si fort.
Les meilleures idées arrivent sous la douche, pendant une promenade, juste avant de dormir. Pourquoi? Parce que ton mental conscient se détend et ton inconscient peut enfin se faire entendre. Forcer la créativité ferme cette porte. Créer de l'espace l'ouvre. La discipline créative n'est pas de forcer. C'est de créer les conditions pour que la créativité apparaisse. Tu te montres, tu fais le travail, tu restes ouvert. Parfois ça vient, parfois non. Les jours où ça ne vient pas, tu continues quand même. Ce n'est pas du forçage, c'est de la constance. Cette différence est subtile mais cruciale. Forcer, c'est pousser contre la résistance avec rage. La constance, c'est continuer à avancer même quand c'est difficile, mais sans cette crispation désespérée. C'est la différence entre serrer les poings et garder les mains ouvertes. Ton besoin de résultats immédiats tue tes projets à long terme. Tu commences quelque chose avec enthousiasme, puis 3 semaines plus tard, tu ne vois pas de résultat. Alors tu abandonnes ou tu pousses encore plus fort. Les deux approches échouent. Les choses significatives prennent du temps. Un arbre ne pousse pas en tirant sur les branches. Il grandit lentement, imperceptiblement, jour après jour. Si tu reviens dans 1 an, tu verras la différence. Mais si tu vérifies chaque jour, tu ne verras rien et tu te décourageras. La patience-discipline est ton meilleur outil. Continue à arroser la plante même quand tu ne vois pas de changement. Fais le travail même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Cette foi dans le processus, plutôt que l'obsession du résultat, change tout. Forcer la motivation à être constante garantit la déception. La motivation est comme la météo. Elle change constamment. Certains jours tu te sens inspiré, d'autres jours tu ne veux rien faire. C'est normal. Compter sur la motivation pour maintenir tes engagements est une stratégie d'échec. Les systèmes battent la motivation. Crée des routines qui fonctionnent même quand tu ne te sens pas motivé. Ne compte pas sur l'inspiration pour te lever et écrire. Crée un système où tu t'assois à la même heure chaque jour, motivé ou pas. L'action crée souvent la motivation, pas l'inverse. Ton ego veut que tout vienne de ta volonté pure. Il veut que tu sois ce héros motivé qui conquiert tout par la force de son esprit. Mais les vrais gagnants sont ceux qui ont construit des systèmes qui ne dépendent pas de leur humeur du jour. Forcer le pardon crée du ressentiment déguisé. On te dit que tu dois pardonner pour avancer. Alors tu essaies. Tu te forces à dire « je pardonne », mais la colère reste intacte. Le pardon forcé est juste de la répression déguisée en spiritualité. Le vrai pardon ne peut pas être forcé. Il arrive quand il arrive, souvent après que tu as pleinement ressenti et exprimé ta colère. Parfois, il n'arrive jamais complètement. Et c'est ok aussi. Tu peux avancer sans pardonner. Tu peux lâcher prise sur la relation sans pardonner la blessure. Lâcher prise et pardonner sont deux choses différentes. Lâcher prise signifie que tu arrêtes de laisser cette personne ou cet événement contrôler ton présent. Pardonner signifie que tu as libéré la colère. Tu peux faire le premier sans le second. Cette obsession culturelle avec le pardon est parfois toxique. Certaines choses sont impardonnables. Certaines blessures sont trop profondes. Te forcer à pardonner ajoute de la culpabilité à ton trauma. Non seulement j'ai été blessé, mais maintenant je suis une mauvaise personne parce que je ne peux pas pardonner. Forcer la positivité crée une toxicité positive. Tout arrive pour une raison. Il faut voir le bon côté. Ces phrases bien intentionnées invalident ta douleur. Parfois, les choses arrivent sans raison. Parfois, il n'y a pas de bon côté. Et c'est important de pouvoir le reconnaître. La vraie sagesse n'est pas d'être toujours positif. C'est de pouvoir être avec ce qui est, qu'il soit positif, négatif ou neutre. C'est d'avoir l'espace pour toute la gamme de l'expérience humaine sans avoir besoin de la forcer dans une boîte positive. Les gens qui prêchent la positivité constante sont souvent ceux qui ont le plus peur de leur obscurité intérieure. Cette positivité performative est un mécanisme de défense. Si tu souris assez fort, peut-être que tu n'auras pas à affronter la tristesse. Mais l'obscurité refoulée ne disparaît pas. Elle se transforme. En anxiété, en dépression, en colère explosive, en maladies physiques. La seule façon de vraiment l'intégrer est de l'accueillir, de la voir, de la comprendre. Pas de la célébrer, mais de la reconnaître comme une partie de toi. Forcer le succès selon les standards des autres te garantit une vie creuse. Tu poursuis cette carrière parce que tes parents seront fiers. Tu achètes cette maison parce que c'est ce qu'on fait à ton âge. Tu te maries parce que tout le monde se marie. Et tu arrives à 40 ans en te demandant pourquoi tu te sens si vide. Le succès authentique ressemble différent pour chacun. Pour toi, ça pourrait être la liberté plutôt que le statut. Ça pourrait être la créativité plutôt que la sécurité.
Ça pourrait être l'impact plutôt que l'argent. Mais tu ne le sauras que si tu arrêtes de poursuivre les définitions des autres. Cette course au succès conventionnel est épuisante. Tu cours sans savoir pourquoi. Tu atteins des jalons qui ne te satisfont pas. Puis tu te fixes le prochain objectif, espérant que celui-là te remplira enfin. C'est un hamster wheel déguisé en échelle du succès. Les moments où tu te sens le plus vivant révèlent ton vrai succès. Pas les moments où tu impressionnes les autres, mais les moments où tu es complètement présent, complètement toi. Ces moments ne correspondent souvent pas aux marqueurs conventionnels du succès. Ton besoin de certification externe de ta valeur vient d'un vide intérieur. Si tu savais profondément que tu es suffisant, tu n'aurais pas besoin de prouver constamment ta valeur. Tu pourrais simplement être et faire sans cette pression constante de justifier ton existence. Forcer l'authenticité crée un paradoxe. Je vais être authentique devient juste une autre performance. La vraie authenticité n'est pas calculée. Elle émerge quand tu arrêtes de surveiller chaque mot, chaque geste. C'est la relaxation dans ce que tu es, pas un effort vers ce que tu devrais être. L'ironie, c'est que l'authenticité fait peur précisément parce qu'elle ne peut pas être contrôlée. Quand tu es vraiment toi-même, tu ne sais pas comment les autres vont réagir. Cette imprévisibilité terrifie ton cerveau contrôlant. Alors tu retournes à la performance, ou au moins tu as l'illusion du contrôle. Les gens sentent la différence entre la présence authentique et la performance calculée. Tu ne peux pas tromper l'intuition humaine. Quand tu es authentique, même imparfait, les gens sont attirés. Quand tu performes la perfection, les gens se méfient. Forcer ta spiritualité crée une pratique rigide et sans vie. Tu médites 2 heures par jour parce que c'est ce que font les vraies personnes spirituelles. Tu ne manges que certains aliments. Tu parles d'une certaine manière. Mais tout ça ressemble à une autre cage, juste avec des barres faites d'encens et de mantras. La vraie spiritualité est libre. Elle ne suit pas de règles rigides. Elle s'adapte à qui tu es. Pour certains, c'est la méditation silencieuse. Pour d'autres, c'est courir dans la forêt. Pour d'autres encore, c'est créer de l'art. Il n'y a pas de chemin unique. Cette idée que tu dois transcender ton ego est un autre piège. L'ego fait partie de toi. Essayer de le tuer ou de le transcender crée juste un super-ego spirituel qui juge ton ego normal. C'est l'ego qui essaie de se débarrasser de l'ego. C'est absurde. L'intégration, pas la transcendance. Ton travail n'est pas de devenir un être ascendé sans ego. C'est de comprendre ton ego, de voir ses patterns, de reconnaître quand il prend le contrôle, tout en restant ancré dans quelque chose de plus large. Force la serenité crée de la tensión. Tu essaies d'être zen, calme, non réactif. Mais en dessous, tu bouillonnes. Cette répression de ta vraie réaction crée encore plus de stress. La sérénité forcée n'est pas la paix. C'est la suppression déguisée en sagesse. La vraie équanimité n'est pas l'absence de réaction. C'est la capacité d'être avec toutes tes réactions sans être emporté par elles. Tu peux sentir la colère sans devenir la colère. Tu peux sentir la peur sans être paralysé. C'est plus nuancé que l'image d'Épinal du sage imperturbable. Les stoïciens n'étaient pas des robots sans émotion. Marc Aurèle était frustré, anxieux, en colère. La différence, c'est qu'il observait ses émotions, les comprenait, puis choisissait consciemment sa réponse. Il ne les niait pas. Il ne les supprimait pas. Il les intégrait. Cette capacité d'être avec l'inconfort sans avoir besoin de le changer immédiatement est un super pouvoir moderne. Tout dans notre culture nous pousse vers le confort instantané. ¿Tú es triste? Voici une pilule, une distraction, un achat. Mais cette fuite constante de l'inconfort t'empêche de développer ta résilience émotionnelle. Forcer la résilience par l'exposition au trauma est une autre erreur. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort est une demi-vérité dangereuse. Parfois, ce qui ne te tue pas te laisse blessé, traumatisé, cassé. La résilience n'est pas infinie. Tout le monde a un point de rupture. La vraie résilience vient de l'alternance entre le stress et la récupération. Un muscle devient plus fort en étant stressé, puis en récupérant. Si tu stresses constamment sans récupération, tu crées des blessures, pas de la force. Ton système nerveux fonctionne pareil. Tu as besoin de moments où ton système nerveux peut se relâcher complètement. Pas de productivité, pas d'amélioration personnelle, pas de croissance. Juste être. Ces moments ne sont pas du temps perdu. Ils sont essentiels à ta capacité de fonctionner. Forcer ton corps à se conformer à un idéal esthétique crée une guerre avec ton propre véhicule. Tu détestes ton corps parce qu'il ne ressemble pas aux images retouchées. Alors tu le punis avec des régimes extrêmes, des exercices épuisants, une critique constante. Mais ton corps n'est pas ton ennemi. C'est le seul endroit où tu vivras toute ta vie.
Cette guerre contre lui te coupe de tes sensations, de ton intuition, de ta joie. Tu passes à côté de ta vie en essayant de forcer ton corps dans une forme qui n'est pas la sienne. Le respect du corps ne signifie pas l'abandon de la santé. Ça signifie écouter ton corps, honorer ses signaux, travailler avec lui plutôt que contre lui. Ton corps sait ce dont il a besoin. Mais tu as appris à ignorer ces signaux en faveur de règles externes. Réapprendre à écouter ton corps est un processus lent. Tu as passé des années à ignorer sa faim, sa fatigue, sa douleur. Maintenant, ces signaux sont brouillés. Commence petit. Remarque quand tu as vraiment faim versus quand tu manges par émotion. Remarque quand tu es vraiment fatigué versus quand tu veux juste éviter quelque chose. Forcer l'indépendance émotionnelle crée de l'isolation. Tu as décidé que demander de l'aide est une faiblesse. Que avoir besoin des autres est pathétique. Alors tu fais tout seul, tu portes tout seul, tu souffres seul. Et tu appelles ça de la force. Mais les humains sont des êtres sociaux. Nous avons évolué en tribu. L'interdépendance est notre état naturel, pas l'indépendance totale. Les gens les plus forts ne sont pas ceux qui n'ont besoin de personne. Ce sont ceux qui savent quand demander de l'aide. Cette peur de dépendre des autres révèle souvent une blessure d'abandon. À un moment, tu as fait confiance et tu as été trahi. Alors tu as décidé de ne plus jamais être vulnérable comme ça. Mais cette protection te coupe aussi de la connexion authentique. Le risque de l'amour, c'est qu'il peut faire mal. Le risque de l'amitié, c'est qu'elle peut se terminer. Le risque de la confiance, c'est qu'elle peut être trahie. Mais sans ces risques, tu vis dans une cellule de sécurité qui est aussi une prison de solitude. Forcer la clarté mentale avec des substances ou des hacks ne remplace pas le vrai travail intérieur. La microdose, les nootropiques, le café en quantité industrielle. Tout ça peut t'aider temporairement, mais ça ne résout pas le chaos mental sous-jacent. Ton mental est bruyant parce qu'il essaie de te dire quelque chose. Peut-être que tu vis une vie qui ne t'appartient pas. Peut-être que tu ignores des besoins profonds. Peut-être que tu as des émotions non traitées. Supprimer le bruit sans écouter le message prolonge juste le problème. La vraie clarté vient de l'alignement. Quand ta vie extérieure correspond à ta vérité intérieure, le bruit mental diminue naturellement. Tu n'as plus besoin de toute cette énergie pour maintenir la dissonance cognitive. Cette dissonance cognitive te coûte une énergie massive. Une partie de toi sait que ce travail ne te convient pas. Une autre partie refuse d'admettre cette vérité parce que ce serait trop perturbant. Ces deux parties se battent constamment, et cette bataille interne t'épuise. Forcer la gratitude comme antidote à ton mécontentement crée de la culpabilité toxique. Je devrais être reconnaissant. D'autres ont pire. C'est vrai, d'autres ont pire. Mais ça n'invalide pas ta souffrance. La souffrance n'est pas relative. Ta douleur est réelle, peu importe qu'il y a une douleur pire. La vraie gratitude ne peut pas être forcée. Elle émerge spontanément quand tu es présent à la beauté de ce qui est. Un rayon de soleil, une tasse de café chaud, un moment de rire. Ces moments de gratitude naturelle nourrissent. La gratitude forcée sur une liste épuise. L'exercice de la liste de gratitude peut aider certaines personnes. Mais pour d'autres, ça devient juste une autre obligation, une autre chose à cocher. Si ça ne te nourrit pas, arrête. Il n'y a pas de pratique universelle qui fonctionne pour tout le monde. Forcer ton parcours à ressembler à celui de quelqu'un d'autre garantit la médiocrité. Tu essaies de copier le succès de cette personne, de suivre exactement ses pas. Mais tu ignores que son parcours était unique à ses circonstances, ses forces, son timing. Ton chemin sera différent. Tes forces sont uniques. Tes obstacles sont uniques. Essayer de forcer ta vie dans le moule de quelqu'un d'autre nie cette unicité. Tu deviens une copie médiocre plutôt qu'un original imparfait mais authentique. L'inspiration est utile. La copie est limitante. Laisse-toi inspirer par les autres, puis crée ton propre chemin. Ce chemin sera maladroit, imprévisible, imparfait. Mais il sera le tien. Forcer ta vie à avoir du sens crée une pression existentielle écrasante. Cette obsession moderne de « trouver ton purpose » transforme la vie en quête anxieuse. Tu dois découvrir ta raison d'être, sinon tu gaspilles ton existence. Cette pression paralyse plus qu'elle ne motive. Et si le sens n'était pas quelque chose à trouver, mais quelque chose à créer, tu donnes du sens à travers tes choix, tes actions, tes valeurs. Le sens n'est pas une destination cachée. C'est le chemin que tu crées en marchant. Certaines personnes vivent des vies heureuses sans jamais se poser ces questions existentielles. Ils font leur travail, aiment leur famille, profitent de moments simples. Rien de grandiose, juste une vie bien vécue. C'est suffisant. Cette obsession avec l'exceptionnalité crée une insatisfaction constante.
Tu n'as pas besoin de laisser ta marque sur le monde. Tu n'as pas besoin d'être mémorable. Tu peux simplement vivre une bonne vie, être gentil avec les gens autour de toi, faire ton travail honnêtement. C'est suffisant. Cette permission d'être ordinaire peut être incroyablement libératrice. Forcer l'acceptation de soi crée un nouveau type de rejet de soi. Je dois m'accepter tel que je suis. Devient une autre forme d'échec quand tu ne peux pas. L'acceptation de soi n'est pas un état permanent. C'est un processus fluctuant. Certains jours, tu t'aimes. D'autres jours, tu te détestes. Les deux sont OK. L'objectif n'est pas une acceptation constante et joyeuse. C'est une neutralité bienveillante, une capacité d'être avec toi-même quand tu ne t'aimes pas particulièrement. Cette idée que tu dois t'aimer d'abord, avant que quelqu'un d'autre puisse t'aimer, est une autre demi-vérité toxique. Parfois, c'est l'amour des autres qui nous montre comment nous aimer. Parfois, nous apprenons à nous accepter en voyant notre reflet dans les yeux de ceux qui nous aiment malgré nos défauts. Forcer la fin d'une relation qui est morte crée une agonie prolongée. Tu sais que c'est fini. La connexion est partie. Mais tu continues, espérant que ça reviendra, que quelque chose va changer. Cette attente prolonge juste la souffrance pour tout le monde. Parfois, la chose la plus aimante est de laisser partir. Non pas parce que tu ne te soucies plus, mais précisément parce que tu te soucies. Vous restez ensemble par habitude, par peur, par culpabilité. Mais la vraie relation est morte depuis longtemps. Avoir le courage de reconnaître la fin demande de l'honnêteté brutale. Ça demande de faire face au vide qui suivra. Ça demande d'accepter que tu as peut-être perdu du temps. Mais s'accrocher à quelque chose de mort par peur de commencer à nouveau est encore plus de temps perdu. Le deuil d'une relation, même une mauvaise relation, est réel. Tu ne pleures pas seulement la personne. Tu pleures la version de toi que tu étais avec elle. Tu pleures les rêves que tu avais. Tu pleures le futur que tu avais imaginé. Tout ça mérite d'être pleuré. Forcer la productivité quand ton corps et ton esprit demandent du repos crée un effondrement inévitable. Tu ignores tous les signaux parce que il faut continuer. Mais ton système nerveux n'est pas négociable. Il prendra ce dont il a besoin, soit par ton choix conscient, soit par un effondrement forcé. Le repos n'est pas une récompense pour le travail accompli. C'est une nécessité biologique. Ton corps a besoin de cycles de stress et de récupération. Forcer le stress constant sans récupération détruit ta santé, ta créativité, ta joie. Cette glorification de l'épuisement dans notre culture est toxique. Je dors 4 heures par nuit n'est pas un badge d'honneur. C'est un symptôme de déséquilibre. Les personnes qui réussissent vraiment à long terme priorisent leur récupération. Ton meilleur travail ne vient pas de l'épuisement. Il vient d'un esprit reposé et présent. Tu peux pousser pendant une période, mais si tu ne récupères pas, ta qualité s'effondre, même si ta quantité reste haute. Forcer la confiance après une trahison est irréaliste. La confiance se reconstruit lentement, par des actions cohérentes dans le temps. Tu ne peux pas décider de faire confiance à nouveau. La confiance est une réponse viscérale basée sur l'expérience. Peut-être que certaines trahisons ne peuvent jamais être complètement guéries. Peut-être que cette relation ne retrouvera jamais ce niveau de confiance. C'est une réalité dure mais importante. Forcer la guérison complète crée une fausse intimité basée sur la négation de la réalité. Tu peux choisir de continuer la relation avec une nouvelle définition. Moins de confiance, plus de protection, des limites plus claires. Ce n'est pas idéal, mais c'est réel. Ou tu peux choisir de partir. Les deux options sont valides. La trahison révèle qui les gens sont vraiment. Pas qui tu voulais qu'ils soient, mais qui ils sont. Cette réalité est décevante. Ton travail n'est pas de changer cette réalité, mais de décider comment tu veux y répondre. Forcer ton enfant intérieur à grandir et disparaître crée une fragmentation interne. Cette partie de toi qui est toujours blessée, effrayée, a besoin d'attention. L'ignorer ou la forcer à grandir ne la fait pas partir. Elle devient juste plus bruyante. Ton enfant intérieur détient des besoins légitimes qui n'ont jamais été satisfaits. Sécurité, validation, jeu, liberté. Ces besoins ne sont pas infantiles. Ce sont des besoins humains fondamentaux. Les ignorer au nom de la maturité crée un vide. Apprendre à donner à ton enfant intérieur ce dont il a besoin est un travail profond. Pas en étant puéril, mais en reconnaissant ses besoins et en trouvant des moyens adultes de les satisfaire. Tu peux être responsable tes jouets. Tu peux être sérieux, avoir besoin de réconfort. Cette intégration de toutes tes parties, l'enfant, l'adolescent, l'adulte, l'aîné, crée une plénitude. Tu n'es pas juste une chose. Tu es toutes ces versions de toi à différents moments. Les rejeter pour être mature
crée une rigidité qui ressemble à la mort. Forcer l'optimisme face à la réalité crée une dissonance cognitive. Les choses vont mal, et tu essaies de te convaincre que tout est bien. Cette négation ne change pas la réalité. Elle te rend juste incapable de répondre efficacement à ce qui se passe vraiment. Le réalisme compassionné est plus utile que l'optimisme aveugle. Voir la situation clairement, sans exagération négative ou positive. Puis choisir ta réponse basée sur ce qui est, pas sur ce que tu veux que ce soit. Les stoïciens étaient des réalistes. Ils regardaient la mort en face. Ils reconnaissaient que de mauvaises choses arrivent. Mais ils choisissaient quand même de vivre avec vertu, courage, sagesse. Pas parce que tout est génial, mais parce que c'est le seul choix qui a du sens. Cette capacité de tenir deux vérités simultanément. Les choses peuvent être difficiles et je peux choisir ma réponse. C'est la vraie sagesse. Pas l'un ou l'autre. Les deux à la fois. Alors voilà où nous en sommes, mon ami. Tu as passé des heures à lire ceci. C'est un acte de courage. La plupart des gens évitent ces réflexions. Ils restent occupés, distraits, en mouvement constant pour ne jamais avoir à faire face à ces vérités. Toi, tu as choisi de regarder. Maintenant, parlons de ce qui se passe vraiment quand tu arrêtes de forcer. Il y a une période de transition terrifiante. Ton identité entière est construite sur l'effort constant. Je suis quelqu'un qui fait tout arriver. Quand tu arrêtes de forcer, qui es-tu? Cette question existentielle peut être paralysante. Au début, quand tu relâches le contrôle, ton cerveau panique. Il interprète le lâcher-prise comme de l'abandon. Toutes tes alarmes internes se déclenchent. Si tu ne forces pas, tout va s'effondrer. Ton système nerveux est en alerte rouge. C'est normal. C'est prévisible. Et c'est temporaire. Cette période d'inconfort est le prix du passage. Tu quittes un mode de fonctionnement pour en adopter un nouveau. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, tu te sens stupide, lent, incompétent. Puis progressivement, ça devient naturel. Mais il faut traverser cette phase maladroite. Forcer les gens à te comprendre crée de la frustration infinie. Tu expliques, tu justifies, tu plaides ta cause. Mais certaines personnes ne te comprendront jamais. Pas parce que tu expliques mal, mais parce qu'elles voient le monde à travers un filtre complètement différent. Accepter que certaines personnes ne te comprendront jamais est libérateur. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie à convaincre. Tu trouves plutôt tes gens, ceux qui te comprennent sans explication excessive. Ces connexions naturelles sont tellement plus nourrissantes que les relations forcées. Ton besoin d'être compris par tout le monde révèle une insécurité profonde. Si tout le monde te comprend et t'approuve, alors tu es en sécurité. Mais cette sécurité est une illusion. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi. Tu peux seulement contrôler si tu vis selon tes propres valeurs. Les stoïciens s'en foutaient de l'opinion populaire. Marc Aurèle était empereur, et dans ses écrits privés, il se rappelait constamment que l'opinion des autres n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est si tu as agi avec vertu, courage, justice. Le reste est du bruit. Forcer la solitude comme preuve de force crée un autre type de performance. Je n'ai besoin de personne, devient ton mantra. Mais c'est souvent juste de la peur déguisée en force. La vraie force, c'est de pouvoir être seul, de pouvoir être connecté. D'avoir le choix. L'autonomie émotionnelle ne signifie pas l'isolement. Ça signifie que ton bien-être de base ne dépend pas des autres, mais que tu peux quand même apprécier et bénéficier de la connexion. C'est nuancé. Tu n'as pas besoin des autres pour survivre, mais tu choisis la connexion parce qu'elle enrichit ta vie. Cette nuance se perd dans notre culture d'extrême. Soit tu es codépendant, soit tu es un loup solitaire. Mais la majorité des gens sains existent quelque part au milieu. Indépendants mais connectés. Autonomes mais ouverts. Forcer ton trauma à te définir crée une identité construite sur la douleur. Je suis quelqu'un qui a vécu ça, devient ta présentation. Ton trauma est réel. Il a façonné qui tu es. Mais tu n'es pas seulement ton trauma. Tu es aussi tout ce que tu as construit malgré et au-delà de lui. Cette identification au trauma est compréhensible. C'est souvent la première fois que ta douleur est reconnue. Enfin, tu as un langage pour expliquer pourquoi tu es comme tu es. Cette validation est importante. Mais s'y accrocher trop longtemps devient limitant. À un moment, tu dois choisir. Est-ce que ton passé dicte ton futur, ou est-ce que tu utilises ton passé pour créer un futur différent? Ni l'un ni l'autre n'est facile. Se libérer de l'identité de victime sans invalider ton expérience demande un équilibre délicat. Tu peux honorer ce qui t'est arrivé sans que ça devienne ta seule histoire. Tu peux reconnaître l'impact sans lui donner le pouvoir de définir chaque aspect de ta vie. C'est un chapitre, pas le livre entier.
Forcer le détachement émotionnel comme protection crée une vie à moitié vécue. Tu as décidé que ressentir fait trop mal. Alors tu te coupes de tout. Pas de haut, pas de bas. Juste cette ligne plate de neutralité protégée. Mais cette protection est aussi une prison. La vie se vit dans les émotions. La joie, la tristesse, l'amour, la peur, c'est ça l'expérience humaine. Te couper de la douleur te coupe aussi de la joie. Tu ne peux pas sélectionner. Soit tu ressens, soit tu engourdis. Il n'y a pas de middle ground. Les stoïciens ne prônaient pas l'absence d'émotions. Ils enseignaient l'équanimité face aux émotions. Ressentir sans être submergé. Observer sans être emporté. C'est très différent de l'engourdissement que tu as créé. Réapprendre à ressentir après des années d'engourdissement est terrifiant. Les premières émotions qui reviennent sont souvent les plus douloureuses. La tristesse refoulée, la colère réprimée. Elles font surface d'abord. C'est normal. Continue. La joie viendra aussi. Forcer une version édulcorée de toi-même pour être acceptable crée une performance épuisante. Tu surveilles chaque mot, chaque geste. Tu ajustes ta personnalité selon ton audience. À la fin de la journée, tu es épuisé et tu ne sais même plus qui tu es vraiment. Cette performance ne protège pas autant que tu le penses. Les gens sentent l'inauthenticité. Ils ne peuvent pas mettre le doigt dessus, mais quelque chose semble faux. Ironiquement, en essayant d'être plus acceptable, tu deviens moins connecté. Le risque de montrer ton vrai visage est que certaines personnes ne l'aiment pas. C'est garanti. Mais ceux qui l'aiment t'aimeront vraiment. Cette connexion authentique vaut 1000 relations superficielles. Un ami qui connaît le vrai toi vaut plus que 100 connaissances qui connaissent ton masque. Ton vrai visage est probablement moins choquant que tu ne le penses. Tu te juges avec une sévérité que personne d'autre n'applique. Ces choses que tu caches, pensant qu'elles te rendraient inacceptable, sont souvent les choses les plus humaines et relatables. Forcer la cohérence dans tes opinions et croyances crée une rigidité intellectuelle. Tu as pris position sur quelque chose il y a des années. Maintenant, de nouvelles informations contredisent cette position. Mais admettre que tu as changé d'avis semble faible. Alors tu défends une position que tu ne crois plus vraiment. Changer d'avis face à de nouvelles informations est de l'intelligence, pas de la faiblesse. Les gens les plus sages que tu connais ont changé d'avis d'innombrables fois. Ils ont évolué. Ils ont appris. Ton ego veut avoir raison. Ta sagesse veut la vérité. Cette permission de changer, d'évoluer, de contredire qui tu étais hier, c'est de la liberté. Tu n'es pas coincé dans les opinions de ton moi de 20 ans. Tu peux grandir. Tu peux apprendre. Tu peux devenir quelqu'un de différent. Les stoïciens valorisaient l'apprentissage constant. Sénèque écrivait qu'aucun jour ne devrait passer sans apprendre quelque chose. Cette curiosité ouverte est incompatible avec le besoin d'avoir toujours raison. Choisis la croissance plutôt que l'ego. Forcer une routine parfaite crée une anxiété autour de la structure. Ta routine matinale prend 3 heures. Si quelque chose la perturbe, ta journée entière est ruinée. Tu es devenu esclave de ta propre structure. Ce qui devait t'aider te contrôle maintenant. Les routines sont des outils, pas des maîtres. Elles devraient servir ta vie, pas la diriger. Une bonne routine est flexible. Elle s'adapte aux circonstances tout en maintenant l'essence de ce qui compte. Rigidité n'est pas discipline. Parfois, la meilleure chose que tu puisses faire est de casser ta routine. Dormir tard, sauter ta méditation, manger le petit déjeuner au dîner. Ces petites rébellions te rappellent que tu es aux commandes, pas ta routine. Tu choisis, tu n'obéis pas aveuglément. La vraie discipline n'est pas de suivre les règles même quand elles ne servent plus. C'est de savoir quand les règles servent ton bien-être et quand elles le limitent. Cette flexibilité intelligente est plus précieuse que la rigidité aveugle. Forcer des excuses que tu ne ressens pas crée du ressentiment. On t'a dit de t'excuser, alors tu le fais. Mais les mots sont vides. Tu ne regrettes pas vraiment. Peut-être que tu avais raison, ou peut-être que tu n'es juste pas encore prêt. Des excuses forcées polluent la relation plus qu'elles ne la guérissent. Les vraies excuses viennent d'une prise de conscience authentique. J'ai fait du mal. Je le vois maintenant. Je le regrette. Cette reconnaissance ne peut pas être forcée. Elle arrive quand ton empathie se connecte vraiment à l'impact de tes actions. Parfois, tu n'arrives jamais à cette reconnaissance. Parfois, tu continues à penser que tu avais raison. C'est ok de ne pas s'excuser si tu ne le ressens pas. C'est mieux que de mentir. L'honnêteté sur le désaccord est plus respectueuse que de fausses excuses. Les relations qui exigent des excuses performatives ne sont pas des relations saines. Les bonnes relations peuvent tenir la tension du désaccord. Vous pouvez ne pas être d'accord et toujours vous respecter.
L'harmonie forcée est toxique. Forcer l'oubli de tes erreurs passées crée une amnésie sélective dangereuse. Tu veux tellement échapper à la honte que tu refuses d'y penser. Mais ces erreurs contiennent des leçons. Les ignorer garantit leur répétition. Tes erreurs ne te définissent pas, mais elles t'informent. Elles montrent tes angles morts, tes déclencheurs, tes patterns. Regarder ces erreurs avec curiosité plutôt qu'avec jugement transforme la honte en sagesse. Cette capacité de dire « j'ai fait ça, c'était nul, voici ce que j'ai appris » est de la maturité. Pas « j'ai fait ça donc je suis nul », mais « j'ai fait ça et maintenant je sais mieux ». La différence est cruciale. Le passé ne peut pas être changé. Ton seul pouvoir est d'en extraire la sagesse et de choisir différemment maintenant. Cette orientation vers le présent plutôt que le passé est libératrice. Tu ne peux rien faire pour hier. Mais aujourd'hui est entre tes mains. Forcer la réconciliation familiale crée des réunions toxiques. Tout le monde fait semblant. Les vrais problèmes ne sont jamais abordés. Vous rejouez les mêmes dynamiques dysfonctionnelles, puis vous rentrez chez vous épuisé et déclenché. Et l'année prochaine, vous recommencez. Parfois, la distance est la chose la plus saine. Tu peux t'aimer les gens de loin. Tu peux souhaiter le meilleur pour quelqu'un sans être dans sa vie. Cette permission de prioriser ta santé mentale sur les obligations familiales est révolutionnaire pour certains. Le sang ne crée pas automatiquement une relation saine. La famille est un accident de naissance. Tu n'as pas choisi ces gens. Si tu les rencontrais aujourd'hui comme des étrangers, deviendraient-ils tes amis? Si la réponse est non, pourquoi forces-tu une intimité qui n'est pas naturelle? Certaines blessures familiales sont trop profondes pour être surmontées. Certains patterns sont trop toxiques pour être navigués sainement. Reconnaître ses limites et agir en conséquence n'est pas de la cruauté. C'est de la sagesse et de l'autoprotection. Forcer un plan de vie à 10 ans crée de l'anxiété face à l'inconnu. Où seras-tu dans 10 ans? Ton cerveau panique parce qu'il n'a aucune idée. Cette incertitude est interprétée comme un échec de planification plutôt que comme une réalité de la vie. La vie ne suit jamais le plan. Les meilleures choses qui t'arrivent seront des surprises. Les pires aussi. Cette imprévisibilité n'est pas un bug. C'est la nature de l'existence. Forcer la certitude sur l'incertain crée une illusion fragile. Avoir une direction générale est utile. Je veux développer ses compétences, vivre selon ses valeurs, créer ce type de vie. Mais les détails spécifiques laissent de l'espace pour l'inattendu, pour les opportunités qui n'existent pas encore, pour la personne que tu deviendras. Le toi de dans 10 ans aura des désirs et des priorités que tu ne peux pas imaginer maintenant. Pourquoi créer un plan basé sur les désirs de ton moi actuel qui ne sera plus là? Mieux vaut être flexible et ajusté en cours de route. Forcer la concentration dans un monde de distraction crée une bataille épuisante. Ton téléphone vibre, les notifications arrivent, ton cerveau veut vérifier juste une seconde. Résister constamment à ces impulsions vide ton réservoir de volonté. L'environnement moderne est conçu pour détruire ta concentration. Chaque app, chaque site est optimisé pour capturer et garder ton attention. Essayer de résister par la pure volonté est comme essayer de faire un régime en vivant dans une boulangerie. C'est possible, mais c'est épuisant. La vraie solution n'est pas plus de volonté. C'est de changer ton environnement. Téléphone dans une autre pièce. Notifications desactivise. Créer des barrières physiques entre toi et les distractions. Travailler avec ta nature humaine, pas contre elle. Ton cerveau n'a pas évolué pour résister à ces superstimuli. Il est complètement dépassé. Lui demander de résister constamment est irréaliste. Mets plutôt en place des systèmes qui rendent la concentration facile et la distraction difficile. Forcer l'extroversion quand tu es introverti crée un épuisement social profond. Tu vas à tous les événements, tu dis oui à toutes les invitations. Tu penses que c'est comme ça qu'on réussit, qu'on se fait des amis, qu'on est une personne normale. Mais ça te vide complètement. L'introversion n'est pas un défaut à corriger. C'est une façon d'être. Ton énergie se recharge dans la solitude, se dépense dans l'interaction sociale. Forcer le contraire ne te transforme pas en extraverti. Ça crée juste un introverti épuisé. Le monde valorise l'extraversion. Les espaces de travail ouverts, le networking constant, la sociabilité comme marqueur de succès. Mais certaines des personnes les plus accomplies et créatives sont introverties. Ton type de personnalité n'est pas ton destin. Honorer ton introversion signifie créer un équilibre qui fonctionne pour toi. Peut-être quelques interactions significatives plutôt que des foules constantes. Peut-être du temps seul après les événements sociaux pour recharger. Pas d'évitement, mais pas de surextension non plus. Forcer la vulnérabilité comme preuve d'authenticité crée une autre performance. Laisse-moi te dire mon trauma.
devient ton entrée en matière. Tu partages des choses intimes avec des étrangers pour prouver que tu es réel. Mais cette vulnérabilité performative n'est pas de l'intimité. La vraie vulnérabilité est organique. Elle émerge dans des contextes de confiance établis. Tu ne la forces pas pour créer de la connexion. La connexion crée l'espace sûr pour la vulnérabilité. L'ordre est important. Partager trop tôt, trop vite, avec trop de personnes dilue la valeur de ton histoire. Tes blessures les plus profondes ne sont pas du contenu pour les médias sociaux. Elles méritent d'être partagées avec soin, dans des espaces sacrés, avec des personnes qui ont gagné le droit de les entendre. Cette distinction entre la vulnérabilité authentique et la performance de vulnérabilité est subtile mais cruciale. L'une nourrit, l'autre épuise. L'une crée de la connexion réelle, l'autre crée des spectateurs. Forcer la simplicité dans un monde complexe crée de la frustration. Tu veux des réponses claires, des règles simples, des instructions en 5 étapes. Mais la vie est nuancée. La plupart des questions importantes n'ont pas de réponse simple. Le désir de simplicité est compréhensible. Ton cerveau préfère les heuristiques claires. Mais la vraie sagesse vit dans la nuance. Ça dépend, est souvent la réponse la plus honnête. Ça dépend du contexte, de la personne, du timing, de 1000 facteurs. Accepter la complexité ne signifie pas se perdre dedans. Ça signifie reconnaître que ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionnera pas nécessairement pour toi. Que ce qui était vrai hier pourrait ne pas être vrai demain. Cette flexibilité cognitive est inconfortable mais nécessaire. Les idéologies rigides offrent le confort de la certitude. Voici les règles, suis-les, tu seras sauvé. Mais cette certitude est fragile. Elle se brise au contact de la réalité complexe. Mieux vaut la souplesse de la nuance que la rigidité de la certitude. Forcer l'intelligence émotionnelle, sans faire le travail, crée une manipulation éclairée. Tu lis tous les livres, tu apprends le langage, tu connais les concepts. Mais tu les utilises pour manipuler plutôt que pour comprendre vraiment. Je vois que tu te sens émotion. Devient une phrase magique pour désamorcer sans vraiment écouter. Tu reflètes les émotions sans les ressentir. C'est de l'intelligence émotionnelle comme technique de contrôle, pas comme outil de connexion. La vraie intelligence émotionnelle commence par tes propres émotions. Peux-tu les identifier, les tolérer, comprendre leurs origines? Si tu ne peux pas faire ça pour toi-même, tu ne peux pas vraiment le faire pour les autres. C'est une performance, pas une compétence réelle. Cette capacité de rester avec l'inconfort émotionnel, le tien et celui des autres, sans avoir besoin de le réparer immédiatement, c'est ça la vraie intelligence émotionnelle. Pas des phrases toutes faites, mais une présence authentique. Forcer la positivité corporelle tout en détestant ton corps crée une dissonance cognitive douloureuse. Tu postes des selfies avec des légendes sur l'amour de soi. Tu utilises les bons hashtags. Mais seul devant le miroir, tu te dégoûtes. Cette performance épuise. L'acceptation du corps n'est pas une destination. C'est un processus fluctuant. Certains jours, tu te sens bien. D'autres jours, tu te détestes. Les deux sont vrais. Les deux sont valides. Forcer la positivité constante nie la réalité de ta lutte. Peut-être que l'objectif n'est pas d'aimer ton corps, mais de respecter ses fonctions. Il te porte. Il guérit. Il te permet de vivre. Cette gratitude fonctionnelle est plus accessible que l'amour inconditionnel. Ton corps a entendu chaque critique que tu lui as adressée. Il a absorbé chaque regard dégoûté dans le miroir. Cette violence verbale laisse des traces. Commencer à parler à ton corps avec neutralité, sinon avec gentillesse, est un acte radical. Forcer le minimalisme comme solution à ton chaos intérieur crée un nouveau type d'obsession. Tu jettes tout. Si tu possèdes moins de 50 objets, alors tu seras libre. Mais 6 mois plus tard, ton esprit est toujours chaotique. Parce que le problème n'était pas tes possessions. Le minimalisme externe ne crée pas automatiquement la paix intérieure. Parfois, c'est juste une autre forme de contrôle. Si tu peux contrôler ton environnement physique, peut-être que tu te sentiras moins hors de contrôle intérieurement. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Le désordre extérieur reflète parfois le désordre intérieur. Mais traiter le symptôme ne guérit pas la cause. Tu peux vivre dans un espace minimaliste immaculé et toujours être un désastre émotionnel. L'inverse est aussi vrai. Ce qui compte, c'est si ton environnement sert ta vie ou la complique. Pour certains, c'est le minimalisme. Pour d'autres, c'est une maison pleine d'objets significatifs. Il n'y a pas de bonne réponse universelle. Forcer la déconnexion numérique comme purification crée un autre extrême. Tu fais une détox digitale de 30 jours. Tu te sens purifié. Puis tu reviens et tu retombes immédiatement dans les mêmes patterns.
Parce que tu n'as pas changé ta relation fondamentale à la technologie. La vraie solution n'est pas l'abstinence totale. C'est l'usage conscient. Comprendre pourquoi tu scrolles. Qu'est-ce que tu évites? Quels besoins tu essaies de satisfaire? Cette conscience transforme l'usage compulsif en choix conscient. La technologie n'est pas le mal. C'est un outil. Comme tous les outils, il peut être utilisé sagement ou bêtement. Blâmer la technologie pour ton manque de discipline est une externalisation de responsabilité. Tu as le pouvoir de choisir comment tu l'utilises. Pas parfaitement, pas tout le temps, mais plus consciemment. Cette conscience s'améliore avec la pratique, pas avec la perfection. Forcer le bonheur de tes proches crée du ressentiment mutuel. Tu veux tellement qu'ils soient heureux que tu essaies de contrôler leur vie. Tu donnes des conseils non sollicités. Tu juges leur choix. Tu te sens personnellement responsable de leur bien-être. Mais leur bonheur n'est pas ta responsabilité. Ils sont adultes. Ils font leurs propres choix. Tes conseils, aussi bien intentionnés soient-ils, sont souvent juste ta propre anxiété projetée sur eux. Les aimer signifie les laisser faire leurs propres erreurs. Être là quand ils tombent, pas les empêcher de marcher. Cette tenue est difficile. Ton instinct est de protéger. Mais la surprotection crée de la dépendance et du ressentiment. La vraie question est, pourquoi es-tu si investi dans leurs choix? Souvent, c'est parce que leur bonheur valide tes conseils, tes choix, ta vision du monde. Leur échec remet tout ça en question. Alors tu as besoin qu'ils réussissent pour te sentir bien avec toi-même. Forcer la spiritualité dans un cadre religieux qui ne te correspond pas crée une dissonance spirituelle. Tu vas au service, tu fais les rituels, tu dis les prières. Mais rien ne résonne. Tu te sens vide, coupable de ne pas ressentir ce que tu es censé ressentir. La spiritualité authentique ne se force pas dans un moule. Peut-être que ta spiritualité vit dans la nature. Peut-être dans l'art. Peut-être dans le service aux autres. Peut-être nulle part, et c'est ok aussi. L'athéisme conscient vaut mieux que la foi performative. Cette culpabilité que tu ressens pour ne pas croire comme tu devrais est toxique. Tes doutes ne sont pas des défauts. Tu veux les résultats maintenant. Tu sautes les bases ennuyeuses. Tu cherches le hack, le shortcut, le secret. Mais il n'y en a pas vraiment. La maîtrise vient de la répétition. Des milliers d'heures de pratique délibérée. Ce n'est pas sexy. Ce n'est pas instagrammable. C'est juste du travail constant et patient. Aucun moyen de contourner ça. Les success stories que tu vois ont toujours une partie cachée. Les années de lutte avant la percée. Les échecs que personne ne mentionne. Le travail invisible. Tu compares ton début au milieu de quelqu'un d'autre. Accepter que tu es un débutant, que tu as un long chemin devant toi, c'est libérateur. Ça enlève la pression de devoir déjà être arrivé. Tu peux juste apprendre, progresser, profiter du processus. Forcer l'humilité comme vertu crée de l'orgueil déguisé. Je suis si humble est un oxymore. La vraie humilité ne s'annonce pas. Elle se montre dans tes actions, ton écoute, ta capacité d'apprendre de tout le monde. Cette performance d'humilité est souvent juste une stratégie sociale. Tu te rabaisses pour que les autres te rassurent. Oh non, je suis nul. Mais non, tu es génial. C'est de la pêche au compliment déguisé en modestie. La vraie humilité est de connaître tes forces et tes faiblesses avec précision. Tu n'exagères ni dans un sens ni dans l'autre. Tu es bon dans certaines choses, mauvais dans d'autres. Cette évaluation honnête n'est ni arrogante ni faussement modeste. Les stoïciens parlaient de voir les choses comme elles sont vraiment. Ça s'applique aussi à toi-même. Te voir clairement, sans l'inflation de l'ego ni la déflation de la fausse humilité. Juste la vérité claire. Forcer la jeunesse alors que tu vieillis crée une bataille perdue d'avance. Tu combats chaque ride, chaque cheveu gris, chaque signe de vieillissement. Mais le temps passe pour tout le monde. Ton corps change. C'est normal. C'est naturel. Cette obsession culturelle avec la jeunesse éternelle est toxique. Le vieillissement est un privilège que beaucoup n'ont pas. Chaque année supplémentaire est un cadeau. La traiter comme une malédiction nie cette réalité. Ton visage raconte ton histoire. Ces rides autour de tes yeux viennent des années de sourire. Ces marques viennent de ta vie vécue. Effacer ces traces, c'est effacer ton histoire. Vieillir avec grâce ne signifie pas abandonner ton apparence. Ça signifie prendre soin de ton corps sans lui faire la guerre. Accepter les changements tout en restant actif, sain, vibrant. L'âge peut apporter de la sagesse, de la profondeur, de la beauté différente. Voici où nous arrivons, mon ami. La sagesse fondamentale que les stoïciens ont comprise il y a plus de 2000 ans. Tu ne contrôles presque rien.
Les événements arrivent ou n'arrivent pas selon des facteurs largement hors de ton contrôle. Ton pouvoir réside uniquement dans ta réponse. Forcer les choses est l'approche par défaut d'un cerveau anxieux qui a peur. Laisser les choses arriver est l'approche d'un esprit qui a compris les limites du contrôle. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse active. Tu fais ta part. Tu plantes les graines. Tu crées les conditions. Puis tu lâches prise sur le résultat. Pas parce que tu t'en fous, mais parce que le résultat n'est pas entièrement entre tes mains. Cette distinction est libératrice. L'univers, la vie, le destin, appelle-le comme tu veux, à son propre timing. Parfois, ce timing correspond au tien. Souvent, non. Forcer ton timing sur le timing naturel des choses crée de la friction, de la frustration, de l'épuisement. Pense à une rivière. L'eau ne force jamais son chemin. Elle trouve toujours le chemin de moindre résistance. Elle contourne les obstacles. Elle est patiente avec ce qui est dur, persistante avec ce qui bloque. Éventuellement, elle arrive à l'océan. Ton chemin peut être similaire. Tu as une direction, une intention. Mais le chemin précis émergera en marchant. Tu adapteras, tu ajusteras, tu contourneras. Pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu travailles avec la réalité plutôt que contre elle. Cette danse entre intention et lâcher-prise est l'art de vivre. Trop d'intention devient du forçage. Trop de lâcher-prise devient de l'apathie. L'équilibre est dynamique, changeant constamment selon les circonstances. Les stoïciens méditaient quotidiennement sur leur mort. Pas morbidement, mais pour maintenir la perspective. Un jour, tout ça se terminera. Cette présentation que tu prépares, cette dispute que tu as, cette anxiété qui te consume, dans 100 ans, qui s'en souviendra? Cette perspective ne rend pas la vie insignifiante. Elle la rend précieuse. Chaque moment est limité. Veux-tu passer ces moments précieux à forcer, à contrôler, à t'inquiéter? Ou veux-tu les passer à vivre, à aimer, à créer? Ton temps ici est court. Cette vérité devrait te libérer, pas te terrifier. Libre de faire ce qui compte vraiment. Libre d'ignorer ce qui ne compte pas. Libre de choisir tes batailles plutôt que de te battre sur tous les fronts. Alors respire. Relâche tes épaules. Sens ton corps dans cette chaise, sur ce lit, où que tu sois. Reviens dans ce moment précis. Dans ce moment, en ce moment même, tu es OK. Pas parfait, pas où tu veux être. Mais fondamentalement, essentiellement OK. Les choses que tu forces en ce moment, demande-toi, est-ce que ça doit vraiment être forcé? Ou est-ce que je peux faire ma part et laisser le résultat se déployer naturellement? Cette question changera ta vie si tu la poses honnêtement. Tu es plus résilient que tu ne le penses. Tu as survécu à 100% de tes pires jours jusqu'à présent. Les choses que tu pensais ne jamais pouvoir surmonter, tu les as surmontées. Peut-être pas gracieusement, peut-être pas facilement, mais tu es toujours là. Cette force ne vient pas de forcer. Elle vient de ta capacité à continuer malgré, à te relever, à essayer encore. Pas parce que tu contrôles tout, mais parce que tu continues à choisir encore et encore, même quand c'est difficile. La vie n'attend pas que tu sois prêt. Les opportunités n'arrivent pas selon ton planning. Les gens ne changent pas selon ton calendrier. Accepter ce flux naturel des choses enlève un poids énorme de tes épaules. Tu n'es pas responsable de contrôler l'univers. Tu es responsable de tes choix, tes actions, tes réponses. C'est tout. Et c'est suffisant. Cette portée limitée de contrôle est un soulagement, pas une limitation. Les stoïciens parlaient des amor fati, l'amour de ton destin. Non pas une acceptation résignée, mais un embrassement actif. Ce qui arrive, arrive. Peux-tu l'aimer, même quand c'est difficile? Peux-tu le voir comme une partie nécessaire de ton histoire? Cette perspective ne nie pas la douleur. Elle la contextualise. Oui, c'est dur. Oui, tu préférerais que ce soit différent. Mais c'est ce qui est. Et dans ce qui est, il y a toujours un choix sur comment tu vas répondre. Ton pouvoir de choisir ta réponse ne peut jamais être enlevé. Même dans les pires circonstances, même quand tout est hors de ton contrôle, tu choisis toujours comment tu vas y faire face. Cette liberté intérieure est inviolable. Viktor Frankl a survécu au camp de concentration en comprenant ça. Il pouvait contrôler son corps, son environnement, ses conditions, mais pas son esprit, pas ses choix intérieurs, pas son attitude. Cette liberté ultime persiste même dans l'enfer. Tes circonstances actuelles, aussi difficiles soient-elles, te laissent probablement beaucoup plus de liberté. La question est, vas-tu l'utiliser? Ou vas-tu gaspiller cette liberté à essayer de contrôler ce qui ne peut pas l'être? Chaque jour, tu as une centaine d'opportunités de choisir le lâcher-prise plutôt que le contrôle. Quelqu'un te coupe en voiture.
Ton partenaire ne répond pas comme tu veux. Ton projet ne va pas comme prévu. Chaque situation est une pratique. Ces petites pratiques quotidiennes construisent ta capacité de lâcher prise dans les grandes situations. Tu ne développes pas soudainement cette capacité face à une crise majeure. Tu la construis, micro-moment par micro-moment, jour après jour. La méditation n'est qu'une pratique. Chaque moment où tu remarques que tu forces et que tu choisis consciemment de relâcher est aussi une méditation. La vie entière devient ton terrain de pratique. Alors commence maintenant. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. Qu'est-ce que tu forces en ce moment même? Peut-être ta concentration sur cette vidéo. Peut-être ton besoin de tout retenir. Relâche. Laisse venir ce qui vient. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout implémenter. Tu n'as pas besoin d'être transformé instantanément. Ces idées vont germer dans ton esprit. Elles vont travailler en arrière-plan. Fais-leur confiance. Les meilleurs insights arrivent souvent quelques jours après. Soudain, dans une situation banale, tu te rappelles. Ah, je suis en train de forcer. Et si je lâchais prise? Ce moment de reconnaissance est le début du changement. Sois patient avec toi-même. Tu as passé des années, peut-être des décennies, à perfectionner l'art de forcer. Ça ne se désapprendra pas en un jour. Chaque petit moment de lâcher prise est une victoire. Célèbre-le. Et quand tu retombes dans le forçage, parce que tu le feras, ne te juge pas, remarque-le simplement. Ah, je force à nouveau. Cette observation sans jugement est déjà un acte de lâcher prise. Tu lâches prise sur le besoin d'être parfait dans ton lâcher prise. Tu vois l'ironie? Même le lâcher prise peut être forcé. Même l'acceptation peut devenir un nouveau standard impossible. Reste léger. Cette sagesse stoïcienne n'est pas une religion, pas un dogme. C'est un outil. Utilise-le quand il est utile. Voici la dernière vérité, mon ami. Tu vas bien. Pas parfaitement. Pas sans lutte. Mais fondamentalement, tu vas bien. Ton besoin de forcer tout vient d'une peur que si tu ne le fais pas, tout s'effondrera. Mais teste cette hypothèse. Lâche une chose. Vois ce qui arrive. Probablement, tu découvriras que le monde continue de tourner. Les choses se résolvent souvent d'elles-mêmes. Les gens font leurs propres choix. La vie se déroule. Avec ou sans ton contrôle anxieux. Cette réalisation peut être humiliante ou libératrice. Humiliante si ton ego a besoin d'être essentiel à tout. Libératrice si tu es prêt à accepter tes limites et à vivre plus légèrement. Les stoïciens ne promettaient pas une vie facile. Ils promettaient une vie de sens face aux difficultés. Pas d'éviter la douleur, mais de la traverser avec dignité. Pas de contrôler le monde, mais de choisir ta réponse. C'est ça, le vrai courage. Pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Pas le contrôle de tout, mais la sérénité face à l'incontrôlable. Pas la perfection, mais l'effort honnête. Tu es déjà sur ce chemin. Le simple fait que tu sois ici, que tu cherches, que tu remettes en question, ça montre que tu es en train de changer. La transformation ne ressemble pas toujours à ce qu'on s'imagine. Parfois, c'est juste un léger adoucissement, une petite ouverture. Continue. Un jour à la fois, une respiration à la fois. Ne force rien. Laisse les choses arriver. Fais ta part, puis lâche prise. C'est l'art stoïcien de vivre. C'est suffisant. Tu es suffisant avec tout ton chaos magnifique, tes peurs, tes doutes, tes efforts. Suffisant non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es humain. Et être humain, avec toutes ses complications, c'est suffisant. Si cette vidéo t'a parlé, si tu as reconnu une partie de toi dans ces mots, alors tu n'es pas seul. Nous sommes une communauté de chercheurs de sagesse, d'imparfaits qui avancent quand même. Abonne-toi à Esprit Stoïcien pour continuer ce voyage. Active la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Parfois, un mot au bon moment peut changer une vie. Prends soin de toi, mon ami. Et souviens-toi, ne force rien. Laisse ta vie se déployer naturellement, un choix conscient à la fois.